Une fois de plus, désolé pour ce léger retard. Excellence, Monsieur le Président du Parti social-démocrate, Madame la Présidente déléguée, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau national, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités. Nous nous retrouvons à nouveau pour un exercice de communication que nous affectionnons tout particulièrement au PSD, le Forum de la presse. Un cadre d'échange que nous avons voulu riche et percutant, des échanges sur notre programme de développement pour le Gabon, axé sur la provincialisation, mais aussi des échanges sur des questions d'actualité nationale, voire internationale. Le Forum de la presse de ce jour sera l'occasion de revenir sur la grande tournée que vient d'effectuer le président du Parti social-démocrate à travers une dizaine de localités dans 5 provinces, le Wolontem, le Goué-Vindo, le Moyen-Ogoué, la Ngounié et la Nyanga. Du 20 février au 13 mars, Midzik, Mekambo, Mimongo, Ndende, Lebamba, Mabanda, Ilendo, Idemba et Gietsu ont été visités et notre programme sur la provincialisation a été longuement explicité à des populations très enthousiastes. C'est donc sans plus tarder que j'ai l'honneur d'inviter à ce pupitre son Excellence M. Pierre Claver Maganga Moussabou, président du Parti social-démocrate, pour sa communication. Je vous remercie. Vous pouvez ouvrir la porte là, il y a quelqu'un qui veut entrer. Madame, bien. Mesdames et messieurs, les journalistes membres du Forum de la presse, je suis heureux de nous retrouver cet après-midi. Après un long périple à travers, comme a dit notre secrétaire exécutif, à travers 5 provinces que sont le Wolontem, le Goué-Vindo, le Moyen-Ogoué, l'Angounié et la Nyanga. Des provinces choisies pour expliciter la provincialisation, mais choisies surtout pour ce qu'elles nous ont apporté des élus. Comme pour dire que le Parti social-démocrate, ce parti familial, est véritablement un parti qui a de la famille un peu partout. Bien sûr que nous souhaiterions élargir cette famille à tous les Gabonais. Qu'est-ce que nous serions heureux d'appartenir à une telle famille où chaque Gabonaise et chaque Gabonais viendrait à s'identifier à la famille du PSD. Ceci dit, partout où nous avons été, l'accueil aura été enthousiaste.
est vrai que la provincialisation, la déconcentration, la décentralisation, pour ceux qui étaient déjà nés en 1993, ont connu l'avènement de ce programme qui a attiré l'attention de plus d'une personne. Et d'aucuns peuvent se demander, mais pourquoi le président du Parti social-démocrate revient toujours avec cette idée de provincialiser, de déconcentrer les pouvoirs du chef de l'État, de décentraliser. Pour quelle raison insiste-t-il? La raison, vous la connaissez. Le Gabon est un pays qui a des finances et qui n'a pas d'économie. Le Gabon est considéré comme un géant au pied d'argile. Le Gabon est tourné en arc de cercle vers l'extérieur. Tout ce qui entre ressort et il ne reste rien au Gabon. Et cette image donnée par notre pays, d'un pays qui recule, est liée à l'absence d'absorption de nos finances générées par un sol et un sous-sol riches. Donc il fallait réfléchir à la manière de saisir cette richesse pour le Gabon, pour l'enrichissement du Gabon et pour l'enrichissement des Gabonaises et des Gabonais, en créant une véritable économie, car c'est par le biais de l'économie qu'on peut créer des richesses et qu'on peut accroître le bien-être du peuple gabonais avec un sentiment qui est celui que le Gabon appartient véritablement aux Gabonais et que les richesses du Gabon appartiennent aux Gabonais et profitent d'abord et avant tout au peuple gabonais. C'est pourquoi le président Léomba a dit Gabon d'abord, parce que le Gabon était considéré comme une vache à lait pour d'autres pays. Et quand le président Omar Bongo est arrivé au pouvoir, il a eu une préoccupation. Y a-t-il réellement pensé qu'il n'y ait pas de province supérieure à une autre province? Et c'est pour cette raison que l'un dans l'autre, pour accroître la capacité d'absorption du capital que nous avions et faire en sorte qu'il n'y ait effectivement pas de province qui soit démunie par rapport à d'autres ou par rapport à une autre, il fallait que nous inventions la provincialisation, qui est une révolution dans la façon de gérer notre pays. Un pays qui a une triste réalité dont il faut se départir un jour, nous l'espérons. Cette réalité que le Gabon ne vit que de son sol et de son sous-sol. Depuis notre indépendance, nous n'avons pas pu générer des femmes et des hommes riches qui, à côté de l'État, aident l'État à créer des richesses, à créer des structures, des entreprises pour employer d'autres Gabonais
Et le surplace que nous faisons, en regardant seulement en direction du budget de l'État, fait que l'État ne pouvant pas tout faire, on se rend bien compte qu'il y a, dans un pays pourtant riche, beaucoup de jeunes au chômage. Parce que il n'y a que cette vision étriquée de la fonction publique pour essayer d'employer, et malheureusement mal employer, les Gabonais qui s'y trouvent. Donc, il faut changer tout cela si nous voulons aller de l'avant. Et donc, nous avons proposé, et nous proposons au peuple gabonais, la provincialisation, qui part de l'éthique du pouvoir. Le pouvoir qui est donné par le peuple, quand il est réellement donné par le peuple, quand il y a vote transparent, ce pouvoir du peuple, et qui est aussi un pouvoir donné par Dieu, n'est pas un pouvoir pour se servir, c'est un pouvoir pour servir. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps, au cours d'un forum de la presse, je vous ai exposé ma vision sur la façon de gouverner ce pays. Je vous ai dit que le président de la République devait se départir de quelques liens avec un quelconque parti politique, même si ce dernier, ce parti politique, l'a aidé à conquérir le pouvoir. Une fois au pouvoir, lorsqu'il prête serment, il ne peut plus se référer à ce parti, puisqu'en prêtant serment, il prête serment d'être tout pour tous, de ne pas avoir de parti pris. Or, quant au Gabon, nous avons un parti démocratique gabonais qui a bénéficié de l'ancien parti unique, qui gère des biens communs en se fondant sur le fait qu'il est majoritaire dans le pays. Il fait commettre au chef de l'État une sorte de parjure, puisque ce dernier prête serment de ne pas avoir à privilégier un Gabonais par rapport à un autre, un groupe par rapport à un autre, une famille par rapport à une autre. Or, la réalité, c'est qu'il va à l'encontre du serment qu'il a prêté, donc commet une sorte de parjure. Donc, il devrait se départir des titres comme comment c'est encore quoi? Distingué camarade. Il n'est plus distingué camarade. Et le président du PSD, une fois président de la République, ne sera plus président du Parti social-démocrate, il sera président de la République, pour se mettre à la disposition de tout le monde. J'ai même dit que dans le contexte du Gabon, le seul pays qui ne vit que de ses ressources minières et pétrolières et de sa forêt, dont la propriété est celle de tous les Gabonais, doit gérer ce bien commun de façon parcimonieuse, de façon à ne léser personne, aucune province, aucun département, aucun canton, aucun village. Or, ça n'est pas le cas. Le Gabon, je l'ai toujours dit et répété, ressemble à un pays qui a une grosse tête, le Grand Libreville, et
les membres squelettiques, le reste du Gabon. Si vous partiez de temps en temps de Libreville pour aller à l'intérieur du pays, vous verriez le vide humain. Tout le monde se trouve concentré à Libreville. Mais tous ces gens qui viennent n'ont pas forcément où se loger, n'ont pas forcément du travail, n'ont pas forcément les moyens d'éduquer, de soigner, de vêtir, de nourrir leur famille. Et malheureusement, tout le monde est concentré à Libreville, à la recherche d'un paradis perdu, et parce que, happé par le spectacle de la télévision, où on voit le chef de l'État dans son bureau, où on voit les ministres dans leur bureau, et où l'idéal, ce serait d'être dans un bureau, alors qu'ils ne sont pas forcément préparés à être dans un bureau. Ce qui fait que tout le monde est à Libreville désormais. Et ce spectacle que donne le Gabon fait que si nous n'avions pas des pays amis qui soient dans un même groupe économique, la CEMAC, mais nous aurions des guerres aux frontières tout le temps, puisque la nature ayant horreur du vide, ces populations qui nous entourent pourraient avoir des velléités à venir occuper le vide laissé par une population qui déjà n'est pas très nombreuse. C'est pour cette raison que vous comprendrez que dans mon entendement, je voudrais porter la population de notre pays à 5 millions d'habitants, voire à 10 millions, pour être sûr que nous saurons gérer avec efficacité, efficience et économie les 267 667 km² de notre pays. Et comment le faire? Dans un pays où déjà avec moins de 2 millions d'habitants, les gens sont en souffrance, en déshérence, ne savent plus où donner de la tête et vivotent. C'est pourquoi vous comprendrez que le Parti social-démocrate y met un point d'honneur à reconnaître que les biens que la nature nous a donnés appartiennent à tout le monde et que ce faisant, nous allons donner un revenu universel minimum de 25 millions de francs CFA de la naissance, de l'acte de naissance jusqu'à l'acte de décès. Ça fera pour 2 600 000 000 par an, et bien sûr pour 5 millions d'habitants, 1 500 milliards par an. Vous allez me demander où est-ce que j'aurai cet argent. Mais cet argent, ça se trouve malheureusement contenu dans les matelas ne suffisent plus, les murs ne suffisent plus pour cacher, ou les sous-bassements ne suffisent plus pour cacher l'argent. Les banques à l'extérieur emmagasinent notre argent. Mais cela n'est pas une préoccupation. Ceux qui ont cet argent, on leur demandera de le ramener, et s'ils ne veulent pas, on leur dira rien. On leur donnera un délai, et s'ils ne le donnent pas, on va bien sûr changer de monnaie. Comme ça, ils garderont l'argent comme du papier. Ils sauront quoi faire avec ce qui ne ressemble plus qu'à de simples papiers. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a aussi l'argent du Gabon ailleurs, qui n'est pas pour l'instant mis à disposition, parce que les autres constatent que ce que nous avons, nous le dilapidons, nous le volons, nous le prenons pour nous, ce qui aurait dû appartenir
à toute la population. Et malheureusement, dans cette confusion, ceux qui travaillent sont confondus à ceux qui ne travaillent pas et qui, pour eux, se réjouissent d'être devenus milliardaires sans effort. Et parce qu'ils sont devenus milliardaires sans effort, ils ne savent que faire de ces milliards et ils ne savent même pas le réinvestir dans le pays pour que ces milliards soient profitables à d'autres. Parce que avoir des Gabonais riches, ce serait une chance, mais encore faut-il qu'ils se soient enrichis de manière saine pour qu'ils aient la fierté de montrer qu'ils sont riches et qu'ils peuvent créer des structures pour employer des Gabonais et venir à côté de l'État pour faire en sorte que ce que je dis, avoir une population optimale de 5 à 10 millions d'habitants puisse véritablement se justifier. La provincialisation, c'est aussi le soutien qu'on doit apporter au corps social pour créer des entités de développement, reformater le Gabonais en lui redonnant ce qui lui manque, le courage, l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. Et pour que ce ne soit pas que parole, on va mettre 15 milliards pour aider la Gabonaise, le jeune Gabonais, le moins jeune, qui a un projet à s'implanter durablement. On peut échouer une fois, on peut échouer 2 fois, on peut échouer 3 fois, mais ils finiront par réussir à devenir des hommes d'affaires, à devenir de bons artisans dans tous les domaines, dans tous les compartiments de la vie économique de notre pays. 15 milliards chaque année. Quand vous avez terminé vos études, venez avec un projet, avec des structures pour vous accompagner à mettre en place ce projet, parce que nous voulons créer la richesse. Aujourd'hui, nous sommes des spectateurs. Nous sommes tout simplement des consommateurs, tant qu'on a encore un peu d'argent à redistribuer. Mais nous sommes pauvres dans notre propre pays. On se plaint de voir des Maliens, d'autres nationalités, des Mauritaniens. Quand je parle des Maliens, parce qu'il est plus facile de prononcer Malien que Mauritanien. Il faut englober tout cela pour dire que ces gens-là viennent chez nous. Parce que chez eux, ils n'ont pas de quoi vivre. Mais viennent au Gabon parce qu'ils estiment que le Gabon est une terre d'accueil qui ne doit pas cesser d'être terre d'accueil, que le Gabon est un paradis terrestre, sauf que les Gabonais ne savent pas, ne voient pas où serait le paradis terrestre dans leur propre pays. Quand on a enlevé aux gens le courage, quand on ne développe pas chez l'homme gabonais la notion d'effort, d'esprit d'initiative, un jeune homme qui rentre de ses études, on lui dit simplement, écoutez, mon fils, ne te mêle pas à la politique, ne fais pas de revendications, dès que tu as ton travail, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, reste tranquille, ne pense à rien d'autre. On en fait un mouton qui broute, qui n'a pas d'autre vie que le matin d'aller au travail, s'il y a travail. Dans la fonction publique, très peu de travail, et puis qui revient le soir, qui mange, qui se met au lit, et le matin il se réveille, et voilà comment va le train-train quotidien. Dissuadé par sa propre famille de ne pas être un homme courageux, un homme qui sait dire oui, un homme qui sait dire non, un homme qui résiste à la maltraitance, un homme qui dit non à l'inéquité, à l'injustice. Donc,
un homme qui refuse de subir, un homme qui refuse la pauvreté dans un pays riche, parce qu'il n'est pas condamné à devenir pauvre, au contraire, il est condamné à devenir riche. C'est donc cette révolution que je propose, non pas au Parti social-démocrate, parce que je ne me suis pas adressé qu'aux militants du Parti social-démocrate, je me suis adressé à tous les Gabonais, et je m'adresse à tous les Gabonais pour faire l'effort d'intégrer la provincialisation. La provincialisation aussi, c'est un état d'esprit. On dit chez nous que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Et vous êtes président de la République, vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous ne pouvez pas être partout à la fois. C'est pourquoi la loi vous autorise à nommer, et c'est institutionnalisé, des gouverneurs pour gouverner les provinces. À côté d'eux, pour gérer les départements, il y a les préfets. Mais s'ils sont à côté du feu, ici le feu est compris dans le sens de la population, pourquoi ne pas leur donner les moyens? Pourquoi un gouverneur doit avoir, pour fonctionner, 2 millions de francs CFA par an? Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Pourquoi être dans l'illusion de gouverner un pays quand vous n'êtes là que pour vous-même, en sacrifiant un peuple entier qui vous a fait confiance? C'est dans ce sens qu'un gouverneur doit avoir des moyens financiers. Nous réservons 10% du budget de l'État à la provincialisation. C'est pour cette raison que le gouverneur doit être entouré de fonctionnaires nombreux, efficaces et compétents pour gérer et gouverner toute une province. C'est pourquoi ces fonctionnaires sont mis à la disposition du gouverneur. Plus aucun fonctionnaire en province ne devrait se référer à un ministre qui est à la capitale. Les gouverneurs, les fonctionnaires affectés dans la province sont sous la responsabilité des gouverneurs, des préfets. Et d'ailleurs, pour bien le signifier, aucun fonctionnaire ne disposera de poste budgétaire qui lui soit propre. Vous êtes des hommes de médias. Prenons le cas de la RTG, première chaîne. Un organigramme est fait avec une description de poste budgétaire, de poste de travail, et lié à ces postes de travail, ce sont les besoins exprimés par la RTG, première chaîne, pour être gérés avec efficience et efficacité. S'il faut 500 postes budgétaires pour gérer la RTG, prouvez, parce qu'il y a une description de poste, mais lorsque vous êtes affecté dans ce média de l'État, vous prenez vos fonctions et à la fin du mois, vous êtes au Trésor public pour recevoir votre rémunération. Parce que les postes budgétaires ne sont plus attachés aux individus, mais sont attachés aux structures. Et dans les provinces, vous êtes affecté dans une province en fonction de la carte scolaire, la carte sanitaire et la carte administrative de chaque province. On dégage, selon les besoins, le nombre de postes budgétaires qui sont affectés à chaque structure. Et quand un fonctionnaire arrive, jeune ou moins jeune, en fonction de sa durée, en fonction de ses qualités, en fonction de ses diplômes, il est prévu ce qu'il faut comme rémunération pour
qu'à la fin du mois, vous soyez satisfait du travail que vous rendez à l'État effectivement. Si vous êtes dans un village, pour éviter les va-et-venus et l'abandon des jeunes ou des malades, vous avez le service approprié, le percepteur, où sont fondés de pouvoir, accompagné des gendarmes pour éviter qu'on ne nous raconte qu'il y a des braquages ici et là. Et donc, ils vont aller dans les villages rémunérer et les instituteurs et le personnel de santé et d'autres personnels administratifs, y compris les chefs de canton, les chefs de regroupement, les chefs de village, qui vont devoir jouer un rôle prépondérant pour le développement des villages regroupés, pour le développement des cantons et pour la construction des logements dans ces villages et ces cantons qui seront cédés gratuitement parce que nous voulons favoriser le développement agricole qui ne se fait pas dans les villes, qui ne se fait qu'en milieu rural, comme dans la répartition des responsabilités entre gouverneurs, préfets, organes déconcentrés et les maires et les présidents des conseils départementaux, organes décentralisés. Il va y avoir une répartition des responsabilités aux communes, les écoles communales. Ensuite, la création des crèches et des haltes garderies pour aider les femmes. On parle de décennie de la femme comme un slogan, mais rien n'est fait pour aider la femme qui va au travail à se délester du poids de son enfant en créant des haltes et des crèches pour y laisser son enfant, le récupérer à une certaine heure et donc être à l'aise toute la journée. Voilà des métiers qu'il faut développer. Et quand on parle de la décennie de la femme, voilà ce qu'il faut faire pour montrer qu'effectivement, on est près de la femme, prêt à l'accompagner dans ses missions de maternité, mais où elle doit aussi jouer un rôle d'agent économique. Même si vous allez en brousse pour les plantations, il faut bien sûr laisser votre enfant à la halte garderie ou à la crèche pour vous permettre de ramener un panier qui sert comme revenu à la famille, en dehors du revenu de l'homme. La femme, dans nos villages, apporte beaucoup d'ailleurs pour la survie de la famille. Tout simplement pour vous dire que j'ai parlé de logement, mais dans les villes, le gouverneur, les préfets doivent assainir des terrains en y apportant l'eau, en y apportant l'électricité, mettre cela à la disposition des communes, et les maires, eux, vont construire des logements sociaux qui, en fonction des revenus de chacun, vont contribuer à l'acquisition de ces logements où chacun cédera 10% de ses revenus. Si vous avez 150 000, vous paierez 15 000 francs par mois. Si vous avez 250 000, vous paierez 25 000 francs. Et si vous avez 500 000, tout au plus, vous paierez 50 000 francs par mois en fonction de son revenu. Et évidemment, pendant 10 ans, vous allez pouvoir, après 10 ans, bénéficier de ce logement. Cet effort exigé en ville n'est pas exigé dans les villages, en ville, pour montrer que on a besoin que chacun contribue quelque peu dans l'effort de développement. Tout simplement pour vous dire que si j'ai cité ces exemples, je n'insisterai pas beaucoup. C'est pour vous dire que la provincialisation, si j'ai insisté depuis 1980, depuis que un jour j'ai lu dans le journal Le Monde
un plaidoyer, pas une critique, de Michel Boyer, qui disait, mon Dieu, que le Gabon est un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Je n'ai eu de cesse de proposer cela aux Gabonaises et aux Gabonais. Peut-être que le moment n'était pas venu, mais je peux vous dire que c'est le moment. Si nous ne changeons pas de braquet, si nous ne changeons pas de paradigme, nous courons à notre perte, à nous tous. Ce n'est pas une affaire de Maganga Moussavou. Et d'aucuns se disent, mais il insiste, pourquoi il insiste tant? Mais parce que si je n'insiste pas, je suis comme, après moi, je me considérerais comme quelqu'un qui n'a pas assisté à un peuple en danger. Il est vrai que quand Galilée a parlé de la terre qui était ronde, on l'a mis à l'échafaud. Mais aujourd'hui, nous sommes tolérants. Lorsque Maganga dit il faut provincialiser, on peut être sourd, mais les résultats sont là. L'absence de routes, l'absence de médicaments dans les hôpitaux, l'absence d'établissements, l'absence d'université pour nos enfants. Or, un peuple formé est un peuple qui vaut 2 fois, 3 fois qu'un peuple sous-informé, mal formé. Un peuple en bonne santé est un peuple qu'on peut aligner dans le combat contre le sous-développement. Et, voyez-vous, un peuple aguerri qui pratique le sport. On n'a pas peur que les enfants se cassent les chevilles, on va les réparer, mais qui font du sport. Vous voyez, nous sommes devenus un peuple qui ne pratique plus le sport. Où est-ce que vous allez avoir le courage? Où est-ce que vous allez avoir l'esprit d'initiative si vous ne pratiquez pas le sport? Quand on veut tuer un peuple, on tue le sport. Et le tour est joué. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'adhésion à quelque programme que ce soit, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de discernement. Et c'est ce que nous voulons recueillir, non pas contre les Gabonais, non pas les uns contre les autres, mais avec tous les Gabonais. Quand je dis cela, c'est pour que vous compreniez que souvent, il est fait le reproche à beaucoup d'entre nous d'avoir été ou d'être des opposants sans y rester toujours. Et parfois, quand on vous appelle à gérer, les gens, au lieu de vous demander, mais c'est bien, puisque vous n'avez pas été là-bas pour gérer les biens du président, ni les biens de Léomba, ni les biens d'Omar Bongo, encore moins les biens d'Ali Bongo. Vous êtes appelé par le président de la République élu en triomphe par tous les Gabonais, parce que certains ont des élections fortement contestées, mais vous êtes à la tête de l'État et que cependant, vous devez gérer des biens communs. Qu'on vous ait fait l'honneur de participer à la gestion de ces biens, ce qui doit être posé comme question, c'est que Maganga, tu as été ministre du Plan, qu'as-tu fait? Maganga, tu as été ministre des Transports, qu'as-tu fait? Tu as été ministre de l'Agriculture, qu'as-tu fait? Parce que ce sont des ministères où on peut poser des actes visibles par tous. Pour commencer par le ministère de l'Agriculture, un ministère pauvre qui est recouvert de fausses prétentions, parce que l'agriculture n'est pas l'endroit où on affecte l'argent, étant donné que le pétrole donne les moyens d'acheter à d'autres la nourriture que nous mangeons. Nous ne voyons pas pourquoi nous fouler la rate et dépenser de l'argent pour soutenir les agriculteurs, subventionner l'agriculture
alors qu'il est plus facile, parce qu'on dispose de l'argent, de pouvoir acheter la nourriture qui viendrait et du Cameroun à côté, et du Congo, et pourquoi pas des pays lointains. Et donc, nous nous complaisons dans une sorte d'oisiveté parce que nous disposons de l'argent pour ce faire, et l'agriculture devient, du moins à mon époque, parent pauvre. 500 millions de budget dans l'année 2002. 500 millions. Que faire avec 500 millions? J'ai fait le choix de dire, contrairement à mes amis qui étaient avant moi, qui étaient du Wellington, que pour moi c'est déjà beaucoup d'argent. Je prends 400 millions, je l'affecte à refaire l'école des cadres ruraux de Yem, parce que si nous avons déjà des gens formés, ils peuvent encadrer le monde rural. J'ai même demandé que cette école, et comme les conseils départementaux, soient sous la double tutelle et du ministre de l'Intérieur et du ministre en charge du développement rural, pour que l'école des cadres ruraux de Yem, les jeunes sortis de cette école, puissent s'insérer dans les conseils départementaux pour encadrer les paysans, en y affectant peut-être un ou deux cadres dans chaque canton pour accompagner, soutenir l'action des cultivateurs. Je n'ai pas été compris. 400 millions cependant pour l'année que j'ai passée à la tête de l'agriculture pour l'école des cadres de Yem pour qu'il soit refait. Et 100 millions pour le Siam d'Untum, pour avoir de quoi, des semences, de quoi distribuer ces semences aux populations. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait en tant que ministre des Transports, je vous dirais que mon prédécesseur avait pu bénéficier de 10 milliards et on n'a pas vu grand-chose. Mais j'ai demandé à l'entreprise qui avait reçu cet argent de tout faire pour me donner 200 ou 300 millions parce qu'en tant que ministre des Transports, j'insupportais qu'un aéroport n'ait pas d'eau. J'ai de moi-même pris l'initiative d'amener l'eau de la ville de Tchibanga à l'aéroport Mikwelengi. Ceux qui savent la distance qu'il y a entre l'aéroport et cette ville, cet aéroport qui n'avait pas d'eau, qui n'avait pas donc un service sanitaire adapté. Des personnalités arrivent, ils ont des problèmes et ils ne peuvent pas aller quelque part parce qu'il n'y a pas d'eau. C'était inconvenant. J'ai tenu à le faire, et lorsqu'en plein conseil, après le conseil des ministres, lorsque détendu, à table autour du président, le premier ministre Yegendon me pose la question de savoir qui m'a donné l'autorisation, moi qui n'étais pas ministre de l'eau et de l'électricité, qui m'a donné l'autorisation d'aller mettre l'eau à l'aéroport Mikwelengi de Tchibanga. C'est lui, Gaston Maïla, car il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui a répondu à ma place en disant que mais si Malanga ne le faisait pas, qui allait le faire? Et la discussion s'est arrêtée tout net. Vous vous souviendrez que la province de Logou et Lolo a eu des ministres des Transports. L'aéroport de Koulamoutou menaçait de cassure, d'être abandonné. Comment nos frères de Logou et Lolo allaient faire pour aller jusqu'à Koulamoutou, une province somme toute très enclavée? C'est l'avion qui permettait à cette époque-là de rallier Koulamoutou. Devant cette menace, j'ai intimé l'ordre à cette société de mettre à disposition 700 millions
pour que la société adjudicataire puisse faire les travaux de réparation. Aujourd'hui, Dieu merci, on n'en parle plus, on a réussi à réparer de main de maître cette piste qui sert encore ou qui aurait dû continuer à servir nos populations de Logoué-Lolo qui ont du mal à s'y rendre avec un train dont le rythme est hasardeux et très défaillant. On comprend, et l'absence de route, on comprend que cette province subit le contre-coup de l'absence de l'aménagement des routes et par conséquent, vous voyez que la provincialisation viendrait ici à point nommé. J'ai été ministre du Plan parce que de l'opposition, on m'a enlevé le volet financier. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pensé que le rôle du ministre de la Planification était de planifier le développement. Un ami s'est plaint, après s'être concerté avec le président de la République, pour venir poser en plein Conseil des ministres ce qu'ils étaient gênés, parce que le ministre de la Planification planifiait tout. J'ai répondu crânement que lorsqu'il était à ma place, il avait planifié les choses de manière à ce que certaines populations ne trouvent pas satisfaction. Et que ce que je planifiais était pour corriger, essayer de rétablir l'équité et la justice sociale. J'ai continué à planifier la route Oyem-Minzik, cette route qui a été faite. J'ai continué à planifier de mon propre chef, la route Lambaréné-Fougamon en direction de Mayumba. Et avant ça, j'ai fait faire en tant que ministre de l'aménagement du territoire des ponts, parce que beaucoup mouraient au pont de Douya, au pont de Dibotsa, à Mbengi, et à Mongo. Une partie de la population ne pouvait pas accéder à la grande route parce qu'il y avait un pont défectueux. Et, comme vous le savez, j'ai aussi planifié la construction des aéroports et des lycées. Et le dernier en date, pour lequel j'ai apposé ma signature, c'était le lycée de Mtoum, qui m'avait été demandé par la ministre Paulette Missambo, ministre d'État, et à qui j'ai posé une rare condition, que pour voir si ce qui était proposé comme, comme budget pour construire cet établissement était un budget qui correspondait véritablement aux besoins de l'entrepreneur. J'ai dit, j'accepte d'apposer ma signature pour construire, parce que c'est une urgence, le lycée de Toum, mais à condition de me donner 9 salles de classe pour que je les affecte à des endroits qui en avaient grand besoin, parce que c'est moi le planificateur. C'est ainsi que, aussitôt, on m'a donné les 9 salles de classe. J'ai affecté 3 salles de classe au village Moukabou, chez les Tsogo. J'ai pris 3 salles de classe pour les affecter à Mbadi, ce village qui en avait grandement besoin, et à Nanga, un village qui en avait besoin. Et tout ça, c'est dans la Dola, c'est pas à Moutassou, c'est pas à Mouila. Tout simplement, vous voyez les correctifs que j'apporte, mais en même temps, je me rends compte qu'il y avait à boire et à manger. J'aurais pu demander qu'on me donne 10% de ce projet, comme beaucoup l'ont fait. Moi, j'ai demandé des salles de classe, ce qui m'a permis de comprendre que tout ce qui était décidé au niveau de l'État, il y avait trop de compromissions
il y avait trop de possibilités de détournement de fonds. Et beaucoup se sont enrichis dans leurs fonctions. J'ai aussi, en tant que ministre de l'aménagement du territoire, désenclavé Ibunji. Je ne sais pas si vous connaissez Ibunji. Ibunji, c'était un cul-de-sac. Il suffisait de faire un pont pour permettre à ceux d'Ibunji, au lieu qui veulent aller sur Libreville, au lieu de faire le détour par Koulamoutou, pouvaient rejoindre la route économique très facilement. Évidemment, vous pouvez mettre un pont si la route n'est pas entretenue, et si la route économique ne l'est pas non plus, tout ça n'aura servi à rien, mais c'est tout autre chose. Et par conséquent, à ces trois fonctions, on peut se rendre compte de ce que j'ai essayé d'apporter lorsqu'on m'a fait l'honneur de gérer les biens communs, comme j'ai décidé, parce que lorsque j'étais jeune conseiller économique et financier à la présidence, j'étais gêné de voir le président qui, lors de sa visite, allait squatter les garages de barbiers pour danser. J'ai dit, si j'en avais les moyens, c'est-à-dire si l'occasion m'était donnée de faire autre chose, je le ferais. Et quand j'ai été nommé ministre du Plan, j'ai fait construire la résidence du gouverneur, non sans mal, parce que le ministre de l'époque m'avait déjà détourné les premiers fonds que j'ai mis pour la construction. J'ai dû remettre l'année d'après de l'argent pour que cette grande demeure où peuvent se retrouver les populations à l'occasion des fêtes du 17 août, donc le président de la République, s'il est reçu par le gouverneur, n'est pas obligé d'aller chez Barbier parce qu'il pleut et donc nous ne pouvons pas être dehors. On était obligé d'aller squatter Barbier pour danser. C'est maintenant à l'intérieur d'une demeure que moi-même j'ai conçue que les manifestations se font, que réside le gouverneur de province. Il est bien entendu qu'avec la durée, l'absence de charges récurrentes font qu'il y ait besoin à refaire cette résidence du gouverneur, mais vous comprendrez ses intentions. Donc je pars du principe que si on doit reprocher à un Gabonais, c'est d'avoir profité de ses fonctions pour s'enrichir, si on a des preuves. Ou qu'il a pris pour lui ce qui devrait appartenir à tout le monde, et qu'il est incapable de mettre à son crédit un certain nombre de projets. Autrement, à partir du moment où les biens qui sont gérés ne sont pas les biens du président ou de la famille présidentielle, que ce sont les biens de nous tous, on ne peut pas reprocher à un Gabonais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, d'avoir été au gouvernement, mais à condition qu'il n'ait pas pris pour lui ce qui appartient et qui devrait appartenir à la population gabonaise. C'est dans ce contexte, après avoir fait le tour du Gabon, du moins de certaines localités, après avoir jaugé l'engouement des Gabonaises et des Gabonais quant à ce qui concerne la provincialisation, et me référant à d'autres prédécesseurs qui nous ont fait comprendre qu'il faut être endurant, résilient. Résilient parce que je suis l'un des rares hommes politiques qui a subi le calvaire concernant ma vie. J'étais maire, on m'a fait partir de la mairie parce qu'on croyait que j'allais échouer à Mouila. Quand il y a eu la conférence nationale, je n'ai pas crié avec les loups. Je savais qu'en étant opposant radical, ça effaroucherait le président Bongo et qu'il serait même allé à ne pas aller à la clôture de la conférence nationale. Et personnellement, j'ai dû intervenir avec Ali, avec Mbaobam, pour que le président n'écoute pas les caciques et qu'il aille à la clôture de la conférence nationale. Beaucoup de Gabonais ne le savent pas, mais pourtant, à ce moment-là, à la dernière minute,
on a failli faire capoter la conférence nationale. J'ai été résilient, parce que vous vous souviendrez qu'en 2003, le 3 janvier, j'ai été éjecté du gouvernement parce qu'on m'a accusé de vouloir assassiner une personnalité politique que je ne citerai pas. Dieu merci, le président Bongo, en bon père de famille, averti de ce que ça n'était pas vrai, m'a élevé à la dignité de grand officier du mérite national. Aujourd'hui, je suis grand croix du mérite national, lié à cette péripétie pour me présenter des excuses devant la nation d'avoir été maltraité de façon inappropriée. Mais je n'ai pas crié. C'est comme avec la responsabilité de vice-président de la République que j'ai assumée avec beaucoup d'envie. Je n'ai pas été outre mesure mécontent d'avoir exercé cette fonction malgré l'absence de fonds politiques, malgré l'absence de véhicules de fonction, malgré l'absence de moyens pour l'intendance du vice-président. J'ai estimé que j'ai donné ma part, parce que je n'y allais pas là-bas pour l'argent. Que je gagne 4 millions, que le directeur de cabinet gagne 75 millions, peu m'importe. Ce qui m'importait, c'est d'être là pour assister le président de la République et surtout apporter ma contribution au Gabon. Que j'ai été victime, c'est normal. Il faut bien que, voulant être président de la République, j'ai cette capacité, cette résilience de tout supporter sans me radicaliser. Je suis déjà radical dans ma tête. Pour les Gabonais qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé, ils savent que Maganga Moussavou, dans la façon de gérer les affaires de l'État, est d'une telle rigueur que s'ils osaient être honnêtes politiquement, ils en feraient de témoignages dignes de ce nom. Donc, c'est fort de toute cette expérience et fort de la situation catastrophique de notre pays, fort de ces enfants en déshérence, fort d'une société laissée pour compte, fort de voir des provinces complètement abandonnées, que j'ai décidé, une fois de plus, de proposer ma candidature aux élections présidentielles de 2023. Cette candidature, vous en êtes les témoins, procède d'un cheminement et vous avez assisté petit à petit à toutes ces prises de position et aujourd'hui, elle ne vient pas 2 jours après celle d'Ali Bongo, elle vient après avoir épuisé tout le cheminement prévu. C'est une candidature qui doit être approuvée par la base. Et au mois d'avril, c'est un calendrier qui pourrait se retrouver glissant. Au mois d'avril, première quinzaine, nous allons tenir des congrès à la base, dans l'estuaire. Deuxième quinzaine d'avril, dans l'Ogooué maritime. Au mois de mai, dans la première quinzaine, ce sera le Wellington. Deuxième quinzaine, le Ogooué Vindo. Au mois de juin, première quinzaine, ça va être le moyen Ogooué. Deuxième quinzaine, l'Angounier. Au mois de juillet, première quinzaine, la Nyanga.
deuxième quinzaine, le Goué Lolo. Et au mois d'août ou septembre, le Haut-Goué va boucler la boucle. Je m'en voudrais de ne pas vous dire que nous redoutons beaucoup les routes. Nous avons mis de Minzik à Mékambo 12 heures pour nous rendre à Mékambo. Et le soir venu à 20 heures, les populations nous attendant, nous avons dû encore parler, vous savez que je parle beaucoup, nous avons dû parler pendant 3 heures. Et nous étions vraiment très épuisés. Alors la route, croyez-moi, ça va être notre cheval de bataille parce que nous voulions mettre en place une véritable route de développement, une route 2 fois 2 voies, une autoroute du développement partant du port d'Ovendo au port de Mayumba, avec une connexion pour partir de Coco Beach en Toum, avec une route qui partirait de Minvoul, de Bitam, d'Oyem, pour aller Sam Bibas, Medoune, pour une connexion. Vous savez, quand il y a une autoroute, pour entrer ou sortir de l'autoroute, ça fait un ouvrage d'art, ça fait beau, à Kougouleux, et partir d'Oyem pour Minzik, Minzik Lalara, Lalara Njolé, Njolé pour une connexion à Bifoun, partir de Franceville, de Mékambo, pour aller les deux en passant par Okonja pour atterrir à Makoukou, Makoukou au vent la Lara, partir de Boué à la Lara, pour ensuite aller prendre l'autoroute à Bifoun, partir de Franceville, de Mwanda, de Mounana, de Lastourville, de Koulamoutou, faire une connexion bitumée de Dibunji au Carrefour et aller ensuite de Koulamoutou pour Mimongo, Mimongo pour prendre l'autoroute à Mouila, partir de Malinga, de Mbigou, de Lebamba pour prendre l'autoroute à Ndende, partir de Ngongo, frontière avec le Congo, pour prendre l'autoroute à Ndende, partir de Mabanda pour prendre l'autoroute à Niali, évidemment partir de Moulengi-Binza pour prendre l'autoroute à Chibanga. Et de l'autre côté, vous allez prendre la route qui est déjà bitumée, mais il faut un pont pour désenclaver Gamba, pour prendre l'autoroute, faire un ouvrage d'art à Lubomo, partir de Mouabi pour prendre l'autoroute à Chibanga, partir de Mouabi pour prendre l'autoroute à Mbadi, partir enfin de Yetsu pour prendre l'autoroute au PK3 et partir de Yetsu pour prendre l'autoroute à... Tout cela, ce sont des routes bitumées pour prendre l'autoroute au PK19, Moutan-Sanfumu, et enfin terminer le travail que notre prédécesseur n'aura pas pu achever pour plusieurs raisons, partir de Domboué pour, en passant par Manji, pour prendre l'autoroute à Yombi. Ainsi, nous aurons une route du développement, une route qui montre la communion, une route qui montre que nous voulons développer le sentiment d'appartenance à une même nation et nous voulons développer le tourisme, nous voulons développer le commerce, nous voulons développer les échanges et nous voulons tout simplement développer notre pays avec l'apport de tous, sans oublier aucune province, parce que c'est l'autoroute à la fois du développement et l'autoroute de l'union entre Gabonais, et cela, c'est le défi que, avec vous, je voudrais lancer au peuple gabonais,
Parce que c'est ce peuple qui va se mettre au travail. Ce n'est pas Pierre Claver Maganga Moussabou tout seul. Je vous remercie.